Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour du Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, coureur top, flop, du côté de cette journée plutôt plate mais qui n'a pas été dénuée d'intérêt, notamment du côté du classement général avec un changement de leader, mais également du côté du spectacle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Plus vous cliquez vite, plus les vidéos sont mises en avant. Donc ça me permet également de me soutenir. On commence tout de suite du côté de cette épreuve, du côté de cette course du Tour de Catalogne. Eh bien, une épreuve qui a été intéressante aujourd'hui. On savait qu'il y avait des possibilités de bordure avec le vent. On en avait parlé hier. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans la toute fin de journée. Et avant, ça a été quand même assez nerveux. À 161 km de l'arrivée, c'était de la bonne échappée qui se formait en 3 temps. Première attaque avec Paleni, Wenzel, Morgui, Aldé, j'arrive jamais à prononcer son nom. Il y avait Mikel Leonard, Armirail qui eux attaquaient dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, c'était Castellón et Biscara. Au kilomètre 152, donc tous ces attaquants se réunissent enfin dans un même groupe qui n'aura jamais énormément d'avance. On sent que le peloton est tendu, on sent qu'il y a quand même pas mal de vent. L'écart maximum sera toujours extrêmement réduit du côté de cette échappée. Au sprint numéro 1, c'est Biscara qui va passer en tête. Donc en général, c'est toujours Roglic qui est devant Ayuso à égalité de points. Crevaison de Ben O'Connor à 110 km de l'arrivée, à 84 km de l'arrivée. L'écart n'est déjà que d'1 minute 14, écart qui va diminuer à 43 petites secondes seulement à 75 km de l'arrivée. Pourquoi ? On se rapproche de plus en plus d'un bord de mer avec le vent qui fait toujours peur sur les situations en bord de mer. Et à 60 km de l'arrivée, l'échappée qui a été composée de 7-8 coureurs, eh bien 2 coureurs partent tout seuls, certains se relèvent, il faut bien le dire. Paleni et Morgui, Aldé qui s'en vont. L'écart donc remonte un petit peu parce qu'à ce moment-là l'écart n'est que d'une vingtaine de secondes. L'écart va remonter à 1,07 à 50 km de l'arrivée et 1 minute 10 quand Paleni va partir seul à 46 km. Sauf que une dizaine de kilomètres après, on est vraiment dans des situations avec proche de la mer, le peloton est extrêmement tendu et ça va rouler vite sous l'impulsion de certaines équipes qui vont tenter de créer le coup de bordure. Et ce qui fait qu'au sprint intermédiaire, alors que Paleni est toujours en tête mais avec une avance vraiment minime, eh bien on joue le sprint intermédiaire. Et de manière assez surprenante, Ayuso le joue, mais pas Roglic. Donc Ayuso, pour une petite seconde de bonification, va reprendre le maillot de leader à Roglic, qui, s'il avait voulu s'en débarrasser, n'aurait pas fait mieux. Voilà, pour vous le dire de manière gentille. 2-3 km après, à environ 25 km de l'arrivée, Paleni est repris. Et c'est le début des coups de bordure à 18 km de l'arrivée. Dans un premier temps, on se retrouve avec une bordure avec une vingtaine de coureurs. Parmi les lâchés, nous avons notamment Lenny Martinez et Landa, mais ils vont réussir à revenir grâce au travail de Dorian Godon, qui va réussir à entrer. Et en fait, parmi les lâchés, on a Van Eetvelt, on a Richie Tello, on a des coureurs qui sont au-delà du top 5 de ce classement. Et ce peloton qui se retrouvera, ce deuxième peloton qui se retrouvera à 42 secondes, c'est loin. Et puis dans le final, eh bien, c'est Ineos qui fait le travail. Ineos qui avait déjà lancé cette bordure. Et Ineos qui va tenter de placer correctement leur
leur sprinter, Axel Laurence, mais qui va pas vraiment bien se débrouiller. Et à ce petit jeu-là, c'est Matthew Brennan qui s'impose de nouveau sur ce Tour de Catalogne. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, Matthew Brennan, c'est pas toujours simple, les bordures quand vous êtes jeune. C'est pas toujours simple parce qu'il y a une sens du placement, il y a une sens du timing. Parfois on fait trop d'efforts, ou parfois on n'en fait pas assez, mais c'est jamais évident, les bordures. Là je trouve qu'il a été très intelligent, comme d'habitude j'ai envie de dire. C'est quand même un coureur qui est vraiment surprenant dans sa manière de courir, dans son intelligence de course. Et là encore, il a passé une belle étape. Parce qu'il y a peu de Visma au final autour de lui, et en plus les Visma, ils n'avaient pas forcément comme objectif de le protéger plus que ça. Il y en a certains qui jouent encore leur carte. Alors si, j'ai dit une bêtise, du côté de la Visma, il y avait tout le monde, sauf Crossbike, qui était dans le deuxième groupe. J'avais vu que j'avais Yates, mais j'avais pas vu Kelderman et Racing. Mais en gros, dans le final, il n'est pas forcément hyper protégé, Matthew Brennan, sauf que il fait encore tout correctement. Il fait tout correctement aujourd'hui. Dans la bordure, il est déjà bien positionné. Bon, ça, c'est déjà bien, parce que la bordure, elle part à 18 bornes, mais c'est une bordure un peu comme sur Paris-Nice. C'est parti sec. Ineos, ils n'ont pas attendu derrière, donc ils ont roulé très fort. Et puis ensuite, dans le sprint, lui, il part avec le bon timing. C'est-à-dire qu'il part avec le bon timing, on voit bien qu'il est une jambe au-dessus des autres sprinters. Là, il n'y a pas photo aujourd'hui, il était une jambe au-dessus. Ça fait une deuxième victoire d'étape sur cette épreuve. Il est vraiment très costaud, et c'est vrai que je le comparais à Olaf Koy. Mais je trouve que Olaf Koy était moins mature que lui. C'est-à-dire, Olaf Koy, sa première année chez les professionnels, ok, il gagne beaucoup, je ne sais plus si c'est 13 ou 14 victoires. Déjà, il ne gagne pas forcément sur le niveau Tour de Catalogne. Je ne crois pas qu'il gagne tant que ça en World Tour. Je ne sais même pas s'il avait beaucoup couru en World Tour, Olaf Koy, à l'époque. Il faudrait retrouver les données. Mais surtout, pour moi, il n'était pas aussi mature. Olaf Koy, il gagnait parce qu'il était le plus fort. Voilà, en gros. Ou parce qu'il faisait partie des plus forts. Il ne gagnait pas parce qu'il faisait tout correctement. Là, ce qui est fort avec Brennan, c'est qu'il fait tout correctement. Il ne fait pas d'erreur. C'est un coureur qui, tactiquement, et en termes de stratégie, est irréprochable. Et ça, c'est quand même très costaud. Et alors, j'ai pas sa taille sur Pro Cycling Stats, mais c'est vrai que je me suis dit ça quand je l'ai vu à l'arrivée. Ça n'avait pas percuté plus que ça sur les autres courses. Ça doit pas être c'est pas un coureur très grand, Brennan. Je pense qu'il doit faire maximum 1,80. Je pense qu'il doit être aux alentours d'un m80 sur le vélo. Il fait pas hyper impressionnant sur un vélo. Là, je vois, il fait 68 kg, mais j'ai pas sa taille sur Pro Cycling Stats. Je dirais qu'il doit faire 1,80. Pas beaucoup plus. Et voire peut-être même moins du côté de Brennan. C'est impressionnant la puissance qu'il dégage pour un gabarit qui n'est pas si gros que ça. Et qui n'est pas si musculeux que ça, parce que par exemple Caden Groves, ok, il fait 1m76, mais c'est 76 kg. Ça m'impressionne toujours du côté de Caden Groves, ce chiffre-là. Mais ouais, c'est pas un grand gabarit, et pourtant, il dégage énormément de puissance aussi. Donc bravo à ce coureur, et puis bravo à la Visma de l'avoir repéré. Parce que là encore, Ineos s'est raté. C'est vrai que Ineos, sur certains talents britanniques, ils les ont pas ces dernières années. Et là, Matthew Brennan, notamment, est un exemple. Mais je pense à Ethan Vernon aussi, qui n'était pas passé par Ineos. Ou certains coureurs autres. Là, ils l'ont raté également, ce Matthew Brennan. Et je pense qu'il va être renouvelé très vite du côté de la Visma. Il avait déjà un contrat de 3 ans. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une extension pour Matthew Brennan, parce qu'en ce moment, c'est quand même très efficace ce que nous fait ce petit mec. Autre coureur intéressant sur cette semaine, c'est Del Grosso. Moi, je suis surpris qu'il ait réussi à faire 2 du sprint. Il bat quand même Pavel Bittner. Il bat Marine Vandenberg. Tibor Del Grosso, il est plutôt sur un profil Van Der Poel. C'est plutôt un profil de Classic Men.
parce qu'il est très fort sur le cyclocross, c'est pour ça qu'on le compare à Van Der Poel. Pour moi, c'est pas le même coureur, hein. Mais on va dire c'est quand même plutôt un profil comme ça, pas forcément de pur sprinter du côté de Tibor Del Grosso. Le fait de le voir aujourd'hui deuxième devant Bittner, devant Warren van den Berg, c'est quand même très intéressant de la part du coureur néerlandais. Il a été bon dans le vent, mais bon, alors déjà c'est un coureur néerlandais, souvent quand même les bordures c'est pas un problème, mais en plus il est chez Alpecin, donc l'un dans l'autre normalement tu dois pas te rater. Et c'est surtout ce qui est assez surprenant, c'est son sprint à Del Grosso. C'est ça qui m'a impressionné. Je m'attendais pas à le voir sprinter aujourd'hui. Alors il s'est peut-être dit je sprint parce que je vois pas forcément une grosse opposition face à moi. Mais j'ai quand même été très surpris par sa performance. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc ouais, intéressant du côté de ce coureur qui a été vraiment efficace. Donc à suivre vraiment du côté de Tibor Del Grosso, parce que là c'était vraiment pas mal. Autre coureur top, Enric Mas. Parce que Enric Mas, c'est quand même pas le spécialiste des bordures, hein. Enric Mas, c'est quand même un coureur qui a tendance souvent à se faire avoir par les bordures. Et là, aujourd'hui, il a été animateur. Alors, déjà, ça veut dire qu'il a progressé dans son placement. Ça, c'est clair et net. Mais ça veut dire qu'il a progressé en tant que rouleur. Parce que je pense qu'avant, c'était vraiment sur ses qualités de puissance. Il manque de puissance, hein, Enric Mas. Hein, c'est pas le mec le plus costaud dans ce genre de situation. Et c'est vrai que très souvent, Enric Mas, les jours de bordure, il était dans le deuxième ou dans le troisième groupe. Alors déjà parce qu'il était chez Movistar, qui n'est pas forcément la meilleure équipe dans ce domaine, donc c'est vrai que pour le placer correctement, c'était pas forcément l'idéal. Movistar est quand même une équipe qui s'est souvent fait avoir sur les coups de bordure, mais aussi parce qu'il y avait un déficit de puissance. Il n'était pas bien positionné, il y a des coureurs qui seuls arrivent à bien se positionner. Mais lui, à chaque fois qu'il y avait une bordure, grosso modo, c'était pour lui. Et parfois, il prenait énormément de retard sur les bordures Enric Mas. Même à l'époque de chez Quick-Step, voilà, alors que chez Quick-Step, on a toujours une science du coup de bordure. Surtout à l'époque où il est passé chez Quick-Step, à l'époque de Julien Alaphilippe, 2019-2020, c'était la grosse époque où Quick-Step était très fort, hein, dans ce domaine-là où il y avait encore pas mal de coureurs performants sur les Flandriennes. Et Mas, c'était souvent aussi, se faisait souvent avoir. Et là, aujourd'hui, de le voir à l'avant, il y a même un moment où, je ne sais pas si vous avez vu, dans les 10 derniers kilomètres, il se retrouve même devant, il se retrouve même en tête du groupe. Bah, c'est quand même très surprenant de la part de Coco. Donc ouais, très bonne journée de la part d'Enric Mas, parce que là, il fait vraiment une belle étape. Alors moi, j'aimerais qu'il soit plus offensif et que demain, il soit offensif. Bon, je ne m'attends pas à un miracle de la part d'Enric Mas, mais aujourd'hui, quand ça roule à 47,8 de moyenne, parce que ça a roulé très vite sur cette étape, je m'attendais à ce qu'Enric Mas perde du temps. C'est-à-dire qu'en plus, quand on voit que l'échappée, en gros, c'est quand même seulement 30 coureurs. Et si tu regardes bien, dans un premier temps, on était plutôt à une vingtaine de coureurs, hein. Il y a une dizaine de coureurs qui sont revenus... notamment Landa, Godon, qui sont revenus dans un deuxième temps. Et réussir à faire ça de la part de ce coureur-là, bah, c'est quand même très surprenant, parce que Enric Mas, c'est quand même pas sa spécialité du tout. Autant Quintana, on sait qu'il est très bon dans ce registre-là, j'ai toujours dit, et là par exemple, Quintana, Bernal, je suis pas surpris, ils ont toujours été bons dans ce registre-là. Mas, pas du tout. Et le fait de le voir aux avant-postes, bah, c'est vraiment bien. Il y a quand même 3 Movistar, hein, parce qu'il y a aussi Albert Torres, il y a Esman, ils sont même 4 hein, du côté de la Movistar. Alors Esman, je pense que c'est les restes de la Visma. Mais ouais, avoir 4 coureurs comme ça dans le premier groupe du côté de la Movistar, bah, ça montre qu'il y a du changement, quoi. Ça bouge du côté de cette formation. On est peut-être beaucoup moins campé sur ces positions qu'à une époque, donc non, vraiment, vraiment bien du côté de cette formation, ça a plutôt été efficace. Et puis je termine avec Martinez. Là aussi, c'est intéressant du côté de Lenny Martinez, qui s'est bien battu avec Dorian Godon. Alors il peut dire merci à Dorian Godon,
parce que le travail qu'a fait Dorian Godon pour le replacer devant, c'est quand même un énorme travail. Mais oui, Lenny Martinez, là aussi, qui arrive à pas se faire avoir dans un coup de bordure, c'est vraiment intéressant parce que Paris-Nice avait quand même fait mal à la tête. Alors Paris-Nice, il faisait aussi un temps qui était bien moins bon que sur cette étape du Tour de Catalogne. Hein. Il y avait le froid, il y avait les conditions climatiques qui n'étaient pas forcément exceptionnelles. Mais du côté de Lenny Martinez, réussir à faire ça aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant. Et puis ça montre donc qu'il apprend de ses erreurs aussi, hein, du côté de Lenny Martinez. C'est-à-dire, on fait une erreur, ok, mais on apprend. Derrière, on voit qu'on n'a pas été bon, on essaie de comprendre pourquoi, on essaye de progresser, ce qui est toujours très intéressant dans ce genre de situation. Je voudrais quand même signaler que c'est le seul Bahreïn, je crois, hein, qui est dans le premier groupe. Je vais vérifier ça, mais je crois que c'est le seul Bahreïn. Oui, parce que Govkar est à 42 secondes, Eulalio est à 4,40. Donc c'est-à-dire que le seul de son équipe à être dans le bon premier groupe, c'est plutôt pas mal de la part de Lenny Martinez. Alors la différence aussi, c'est peut-être les mecs qui sont à la voiture du côté de la Bahreïn. Bahreïn. Oui, c'est Pelizzotti et Xavier Florencio. C'est pas Roman Kreuziger. C'est vrai que Pelizzotti, je crois, était pas mauvais dans ce genre de situation. Je crois me rappeler. Pourtant, une équipe Bahreïn qui a quand même perdu déjà 2 coureurs. Hein, ils ne sont plus que 5 dans cette formation, mais il a été très efficace. Voilà, Lenny Martinez. Et puis le petit Clément Brazafonso aussi, hein, qui est lui aussi dans la bonne première bordure hein, du côté de la Groupama. Là, c'est aussi une bonne surprise hein, du côté de Clément Brazafonso parce que c'est un tout petit gabarit. Clément Braz, il doit faire 1m60. C'est un tout petit gabarit, hein, 1,63 sur 50 kg, donc c'est une crevette. Dans ce genre de conditions, normalement, c'est quand même très compliqué pour les crevettes quand il y a du vent. Mais il a réussi également à être dans ce premier groupe, donc bravo aux coureurs français. Donc voilà, belle course pour le moment, belle journée pour les Français, et on espère qu'on aura un bon week-end également avec Brazafonso, Martinez, notamment, et qu'on aura un Français dans le top 5 de cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, Axel Laurence. Ah oui, Axel Laurence, parce que Ineos fait quand même bien le travail aujourd'hui. Geraint Thomas te place aux 300 mètres. Tu lances pas aux 300 mètres vent de face. C'est inconscient de faire ça. Donc tu vois bien que je pense qu'en plus Geraint Thomas était encore en capacité d'emmener encore au moins 20, 30, 40 mètres. Et puis ensuite il fallait prendre la roue d'un adversaire. Là la manière dont tu lances ton sprint ça peut pas le faire. Et déjà lors de la première victoire de Brennan il lance quand même vraiment beaucoup trop tôt. Mais là aujourd'hui vent de face a encore été pire. C'est pas du grand Axel Laurence depuis le début de saison. C'est pas du grand Axel Laurence au niveau tactique. Il y a quand même des erreurs. Donc c'est vrai que là, pour moi, il lance beaucoup trop tôt. Tu peux pas être efficace avec un sprint lancé d'aussi loin. Alors oui, il va dire Geraint Thomas allait s'écarter. Ok, d'accord. Même si Geraint Thomas s'écarte, dans ce cas-là, tu te mets dans la roue d'un autre. Parce que là... là, c'est coureur pour faire 10e aujourd'hui. Je ne sais plus combien il fait 6 ou 7. Mais en gros, il fait, je crois, 6 devant Godon. Mais Godon a quand même ramené Martinez et Landa à l'avant de la course. Donc ouais, Laurence, le sprint est raté. Et quand tu as un Geraint Thomas qui se met comme ça à ton service, le minimum, c'est de faire top 3 quand même aujourd'hui. Hein. Donc le fait de ne pas faire top 3, ça fait un peu mal. Et puis surtout, la confiance de l'équipe va être moins bonne parce que au bout d'un moment les mecs vont se dire nous on bosse, on travaille, on te place et puis t'as pas les résultats. Donc nous on n'est pas contents, nous on veut qu'il y ait des résultats. Et c'est vrai qu'Axel Laurence, ce début de saison est pas parfait. Moi je me disais l'an dernier il était dans l'ombre de Van Der Poel, c'est vrai qu'il était chez Alpecin dans une équipe où il y a du monde. Je me disais l'avantage chez Ineos c'est qu'il aura peut-être plus de liberté. Sauf que pour le moment, c'est compliqué. C'est vrai que je suis même surpris de ne pas le voir sur certaines classiques.
Parce qu'Axel Laurence, c'est plutôt ça, hein. Normalement, sa destinée, c'est plutôt d'aller sur les classiques. Je te rappelle, quand il est champion du monde espoir, c'est sur un parcours difficile, où on a quand même Van Der Poel qui est champion du monde, même ce jour-là. Donc c'est vrai que c'est surprenant du côté d'Axel Laurence de ne pas le voir sur les classiques, mais j'ai l'impression qu'on lui fait pas hyper confiance chez Ineos, qu'on n'est pas forcément convaincu de sa première partie de saison. Peut-être qu'on s'attendait à mieux du côté de la formation britannique, et là, j'ai pas été impressionné par son sprint, et tactiquement, c'était raté. Autre flop, ouais, Recitello. C'est encore un coureur qui est en difficulté dans ce genre de situation. C'est pas un mauvais grimpeur, Recitello, mais il faut qu'il progresse vraiment dans les bordures. Il n'est pas dans la meilleure équipe. Ça, c'est clair et net que Israël, les bordures, ça n'a jamais été leur spécialité. Mais bon, on voit que là, il y avait de la place. Hein. Movistar, par exemple, arrive à s'en sortir. Carapaz arrive à s'en sortir. Donc, je pense qu'il y avait quand même de la place pour être dans la première bordure. Et là, ça n'a pas été le cas du côté de Recitello. Alors, il a un souci, c'est que c'est quand même un peu une... Alors, c'est un peu une asperge. Recitello, on parlait de crevette avec Brasafonso, mais lui, c'est plutôt une asperge. C'est-à-dire qu'il est très longiligne, Recitello, et c'est pas forcément l'idéal, surtout quand il y a un peu de vent de côté, parce que tu as tendance à avoir du mal à avoir une bonne allure, une bonne adhérence dans ce genre de situation, mais c'est vrai que voilà, il en manque encore dans ce genre de situation. C'est vrai que Recitello, au final, c'est un bon coureur, hein. Bon, je pense qu'on peut déjà dire que c'est pas un mec qui gagnera un grand tour. Je pense pour le moment, il y a meilleur que lui. Et puis c'est vrai que à chaque fois qu'on l'attend un petit peu, il a quand même eu du mal. En plus, et là, ces lacunes techniques, elles coûtent très cher. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et puis deuxième coureur flop, mais j'ai envie de dire équipe flop. Quand on aujourd'hui, bon, c'est Van den Velt, encore pris dans une bordure. Hein, c'était déjà le cas sur l'UAE Tour. C'est vrai qu'on sait que dans les bordures, il y a souvent les mêmes coureurs qu'on retrouve, hein, notamment Aka Pierre Roland. Mais là, ce qui fait mal, c'est qu'on parle quand même de la Lotto. Donc on parle quand même d'une équipe belge qui, par essence, est quand même plutôt bonne dans ce registre-là. On parle de Lennart Van den Velt, qui est un coureur belge également. Potentiellement, je pense qu'il a fait beaucoup de courses où il y avait du vent dans sa carrière, Van den Velt. Les deux ensemble, il n'y a pas un coureur de la Lotto qui est dans le premier groupe. Voilà, il n'y a personne à la Lotto qui a réussi à être aux avant-postes. Certes, Van den Velt est lâché, mais en gros, tout le reste de l'équipe aussi. Et c'est là où on revient toujours sur le même problème avec Lennart Van den Velt. C'est un coureur qui doit encore progresser, mais le problème, c'est que tu vois que chez Lotto, ça va être compliqué d'être performant dans cette formation, et qu'au bout d'un moment, il va falloir se poser des questions sur est-ce que je reste ou non chez Lotto, parce que s'il veut évoluer, je pense qu'à un moment, il sera obligé de quitter l'équipe. Soit l'équipe arrive à trouver un co-sponsor, et arrive à retrouver des moyens et à faire une équipe autour de Van den Velt solide, soit l'équipe n'arrive pas à trouver de co-sponsor, et ce qui veut dire aussi que l'équipe va faire une montée-descente, c'est-à-dire ils vont monter et ils redescendront dans 3 ans, en gros, parce qu'ils n'arriveront pas à marquer de points. Le début de saison de la Lotto, quand même, il est vraiment pas bon, entre un Arnaud Delis qui est un peu fantomatique, un Lennart Van den Velt qui est pas mauvais sur les arrivées en bosse, mais le problème c'est que dès qu'il y a du plat et des bordures, il disparaît. Ça commence à être compliqué, et il faut vraiment qu'il travaille les bordures aussi, hein, lui, parce que ça fait 2 fois où il se fait avoir. Sur l'UAE Tour en plus, c'était pas dans un cas comme dans l'autre, c'est pas des bordures qui sont imprenables. C'est-à-dire qu'on a des coureurs qui sont pas forcément très doués dans cet exercice-là et qui arrivent à prendre la première bordure. C'est-à-dire qu'il y avait de la place. Il y avait de la place pour Van den Velt. Et ça fait un petit peu chier du côté du coureur belge. Donc il va falloir progresser vraiment dans ce domaine-là. Je pense qu'il manque un peu de puissance, Van den Velt. Malgré le fait que ça soit un très bon puncher, il a beaucoup de punch, mais pas forcément beaucoup de puissance. C'est pas totalement la même chose. Et je pense que sur le plat, par exemple, il manque cruellement de puissance. Van den Velt, ce qui fait que s'il prend un peu de puissance, il pourra progresser sur le chrono. Il pourra progresser dans ce genre de situation. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu mal au cul, quoi, du côté de Van den Velt, parce que 2 coups de bordure en 2 courses, et en plus les coups de bordure prévisibles aussi, hein.
C'est-à-dire que pas bien placé, et la loto d'une équipe belge qui était quand même vraiment forte dans les bordures, hein, il y a 20 ans, ils étaient très forts sur les bordures. C'est devenu une équipe presque insignifiante dans ce domaine-là. Là aussi, ça fait un peu mal. On regarde tout de suite, eh bien, les différents classements, parce que j'ai rien d'autre à dire. Du côté de ce Tour de Catalogne, on commence avec Mathieu Brennan, donc vainqueur aujourd'hui devant Del Grosso, Pavel Bittner, qui a un peu souffert sur la fin de son sprint, Vandenberg et Strong, qui complètent le top 5, premier français Axel Laurence devant Dorian Godon, Braz Afonso et Martinez, également dans le bon premier peloton. Du côté du classement général, changement de leader, Ayuso, grâce à cette seconde de bonification sur le deuxième sprint, passe devant Roglic, mais seulement une seconde entre les deux. Enric Mas est troisième devant Landa Martinez, et désormais c'est Lorenz de plus qui est sixième devant Bernal. Ils ne sont plus que 7 dans la minute, Van Edvelt à une 10, une 15 quasiment pour Yates, et Richie Tello dont on a parlé à une 28 et qui quitte le top 10, et ça c'est un petit peu dommageable parce que c'est un coureur qui sur cette semaine en montagne n'a pas été mauvais. Du côté du classement du meilleur sprinter, enfin du maillot par points, Mathieu Brennan en tête devant Juan Ayuso, Roglic, Dan Vernon et Del Grosso. Du côté j'ai dit une bêtise pour Axel Laurence. C'était pas la victoire de Brennan, c'était le jour où Vernon s'est imposé. Où il lance trop tôt. Petite bêtise de ma part. Du côté du maillot de meilleur grimpeur, c'est Bruno Armirac qui est en tête, mais qui n'a pas pris beaucoup de points aujourd'hui, avec Mats Wenzel et Juan Ayuso, donc il va falloir repartir à l'attaque demain. Je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle de partir en échappée aujourd'hui. Du côté du classement du maillot blanc, Juan Ayuso en tête devant Martinez et Richie Tello. Et puis du côté, Le Cerf également a perdu du temps aujourd'hui et était dans la mauvaise bordure notamment. Et du côté du classement par équipe, eh bien la Visma qui passe en tête devant la UAE, XDS Astana, Red Bull, Ineos. Mais rien n'est fait encore parce que demain, on aura une étape compliquée. 160 km entre Berga et Keralt. Là encore, une boucle sur cette journée. Si on regarde, c'est quasiment une boucle. Enfin voilà, on va arriver dans deux zones très proches. On commencera par un début de journée plutôt en prise, en léger faux plat montant, qui nous emmènera au col de la Battalodia, 11 km 6 à 3,2 de moyenne. On redescendra, donc ça sera au kilomètre 63, donc après 1h30 de course. On arrivera ensuite dans une longue descente qui nous emmènera au col de Pradel, 15 km 1 à 6,7 de moyenne. Les 5 derniers kilomètres sont au-delà de 10%. On va le regarder tout de suite, ce col de Pradel. Vous voyez, la première partie est très plate, presque insignifiante sur ces 8 premiers kilomètres. Et puis au kilomètre 9, c'est là où les choses se durcissent jusqu'au kilomètre 15. Vous voyez, donc c'est 5 derniers kilomètres à 10,9%, avec notamment 2 passages extrêmement compliqués. Le premier entre le kilomètre 10 et le kilomètre 11 à 12,9% de moyenne sur le kilomètre. Ça, c'est important de signaler, c'est sur le kilomètre, donc c'est une moyenne sur le kilomètre, ça veut dire qu'il y a des pics qui sont à 15-16%. Et pire encore, entre le kilomètre 13 et le kilomètre 14, 15,5%. Donc, on va éliminer, écrémer à ce moment-là, même si on peut dire « Oh, ben on est encore loin de l'arrivée, à ce moment-là, le col de Pradel, on est encore à 60 bornes de l'arrivée. » Ça va faire quand même déjà un premier énorme écrémage. Voilà, à ce moment-là. Ensuite, on a la descente, puis le Colada de Sant'Isidre, qui est donc ce col de 5 km, et là aussi des forts pourcentages sur les 4 premiers kilomètres, c'est un peu plus calme sur la fin, mais les 4 premiers kilomètres, on est aux alentours de 9% de moyenne, donc ça va faire mal. Les 500 derniers mètres sont un peu plus plats, mais avant ça va être très compliqué sur ce Colada de Sant'Isidre qui sera au kilomètre 131, c'est-à-dire à 29 km de l'arrivée pour le sommet. Et puis ensuite, on aura encore quelques difficultés légères, notamment une montée d'1 km à 8,3%. Et puis on arrivera à Keralt, 5 km 9 à 7,5 de moyenne, mais ça commence à grimper avant, notamment avec cette montée du côté de Berga.
2 km 2 à 4,4 de moyenne. Berga, parce qu'en fait c'est la même commune techniquement, le lieu de départ et l'arrivée, donc on est vraiment très proche entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée. Et du côté de Berga, voilà, ce Sanctuary de Keralt, et bien vous voyez là aussi encore des beaux pourcentages, notamment 8,8% entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. Mais par rapport aux deux côtes précédentes, c'est sûr que ça fait un petit peu plus calme, un petit peu plus facile. Ça reste quand même une belle côte pour finir la journée. Et puis avec la fatigue accumulée pendant la journée, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà la carte de l'étape. Hein, vous voyez, donc on part de Berga pour arriver à Keralt. Donc on est... voilà, le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont extrêmement proches du côté de cette journée. Hein, c'est une longue boucle quasiment autour de Berga. Et le vent, eh bien, il faudra faire attention, c'est un vent de nord très puissant. Alors là, vous voyez, du côté de Keralt, entre 75 et 40 km/h, mais on aura même des rafales à 90-95 km/h. Donc autant vous dire que le vent est très costaud. Du côté des températures, tout dépendra où on se trouve. C'est vrai qu'en plaine, on est plutôt aux alentours de entre 12 et 15 degrés. Par contre, en montagne, avec ce vent de nord, eh bien, on aura parfois des températures aux alentours de 3-4 degrés avec un ressenti qui sera assez proche de zéro. Donc il faudra faire attention dans les portions les plus en altitude. Notamment, moi j'ai pris à 825 mètres d'altitude. Hein, j'ai même pas pris au sommet du col de Pradel. J'ai pris à Boreda, mais à Boreda et à Massaners, nous indiquer des températures très froides, hein, donc il faudra faire attention. Par contre, normalement, grand soleil de prévu du côté de la Catalogne. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!